Bonjour Aminata. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aminata, tu es écrivaine, tu es coordinatrice du Forum pour un autre Mali et tu es une femme politique aussi. Tu as notamment été ministre de la Culture et du Tourisme au Mali dans le gouvernement d'Alpha Oumar Konaré. On va revenir ensemble sur l'état des relations entre la France et l'Afrique et singulièrement avec le Mali, notamment à l'aune de la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française et avec comme horizon son second quinquennat. On reviendra aussi parce que je connais ton engagement altermondialiste, antilibéral et sur les questions coloniales, sur les espoirs et les perspectives que peuvent susciter l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais d'abord, Emmanuel Macron, plusieurs fois, j'ai été choqué pendant son mandat sur le rapport que le président français a instauré avec ses interlocuteurs africains, sa familiarité à la tribune avec le président du Burkina Faso, sa présence au premier rang des obsèques d'Idriss Déby, le dirigeant du Tchad, à égalité avec le successeur d'Idriss Déby, qui est aussi son fils, ou encore son discours au Rwanda pour reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis, que j'ai trouvé empreint de paternalisme. Comment est-ce que toi, tu qualifies cette relation que Macron a essayé d'instaurer avec les pays africains? Moi, je crois que Macron a largement contribué à la détérioration des relations entre la France et non seulement ses anciennes colonies d'Afrique, mais toute l'Afrique s'est sentie à un moment ou à un autre infantilisée, humiliée. Et s'agissant du Mali, ça dépasse l'entendement. C'est pour ça que j'ai mis en ligne la semaine dernière une vidéo intitulée « 5 années de Macronie, ça suffit ». Parce qu'il nous en a fait voir de toutes les couleurs, pas lui seulement, deux de ses ministres, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Ils étaient en terrain conquis. En terrain conquis, est-ce que, par exemple, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais on se souvient il y a quelques mois de l'arrêt de la mission Berkane, c'est-à-dire le désengagement militaire français au Mali, mais plus largement dans la région. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence, à cette façon en fait d'envisager la présence, parce que c'est vraiment ça, française en Afrique? Comment est-ce que toi, d'ailleurs, tu juges cette présence française? Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait quand même beaucoup de militaires français en Afrique subsaharienne, qu'est-ce que ça dit du rapport de la France avec les pays africains? Mais c'est l'expression de la militarisation de nos relations et que j'inscris dans le cadre de cette mondialisation libérale et même ultralibérale sous nos cieux, parce que je n'ai pas élu Macron, je n'ai pas élu les autres dirigeants occidentaux, mais ils font la pluie et le beau temps sous nos cieux. Dès le départ, en commençant par François Hollande, moi j'ai été, comme tu l'as rappelé, une alliée de la gauche. J'ai été, disons, ici, de là où je te parle, à Bamako, ici à Missira, et des centaines, des milliers de militants de gauche altermondialistes sont venus ici dans le cadre des forums sociaux mondiaux. On a eu 2 éditions ici. Donc, je me sentais en tout cas en famille. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'une guerre dite antiterroriste pouvait être imposée par la gauche libérale, appelons-la comme ça, d'entrée de jeu parce que c'est ce qu'elle est, et guerrière, parce que je m'imaginais qu'une analyse approfondie et des causes structurelles des difficultés de l'Afrique pouvait nous permettre de faire l'économie de cette guerre. Il n'en était pas question
d'entrée de jeu, tu es certainement au courant, dès que j'ai posé la question sous cet angle, on a suspendu mon visa, ce qui veut dire que dès le départ, personne n'a voulu entendre la partie malienne, en tout cas quelqu'un de ma position si lié à la gauche française, et c'était fini, c'est-à-dire j'étais stigmatisé à partir de ce moment-là. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Macron a emboîté le pas à Hollande, chacun dans son style, mais plus arrogant. Je suis plus jeune, je n'étais pas là au moment de la colonisation, donc on va faire autrement. Il débarque à Ouaga. Le discours de Ouaga, on s'en souvient, c'est effectivement là qu'il a cru devoir dire au président burkinabé, va t'occuper de la climatisation, ce qui tranche considérablement avec le discours de Jean-Luc Mélenchon. Nous en parlerons, je l'ai écouté longuement et à plusieurs reprises. Je me retrouve dans ce discours-là. C'est pour ça que je passe mon temps, en tout cas, je dis souvent aux miens que la France n'est pas monolithique. Il n'y a pas une France et que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est dans le cadre de ce système monde, et une bonne partie des Français souffrent dans leur chair ce que nous sommes en train de souffrir. Sauf qu'on a voulu faire de l'instrument militaire la réponse à des maux aux causes éminemment économiques et géopolitiques. Alors, justement, là, tu m'as parlé de l'entrée en guerre sous François Hollande. Ce qu'a fait Emmanuel Macron il y a quelques mois, c'est qu'il a retiré les troupes françaises. Il a mis un terme à la mission Barkhane. Est-ce que ça participe? Je ne sais pas, comment est-ce que toi, tu l'analyses? Non, le problème n'est pas le retrait de Barkhane. Et le problème, c'est parce que dès le départ, moi, je me suis dit que même Serval n'était pas nécessaire. Parce qu'il y a, là où même des camarades de gauche se trompent, il n'y a pas eu une demande explicite de la partie malienne à l'endroit de la France en disant « venez au secours de notre pays parce que des djihadistes sont là ». Et des djihadistes étaient effectivement là. Mais ce qu'on a demandé, c'était un appui aérien. Un appui aérien et pas un déploiement de troupes au sol. Et c'est ce qui a été fait. Bon, je m'excuse, ça viendra souvent à cause de... Très bien, c'est très bien. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est normal, ils aboient quand ils veulent. Mais vas-y, continue sur la. Parce que c'est compliqué en fait, parce qu'il n'y a plus de troupes au sol maintenant. Enfin, il y en a moins. Oui, il y a moins parce que au bout de 10 années de présence militaire, le phénomène qu'on appelle djihadisme était circonscrit au nord du pays. Maintenant, c'est les 2/3 du pays qui sont touchés et des pays voisins sont également touchés. Alors, face à cette situation et un nombre considérable de morts, à l'heure où je parle aujourd'hui, il y a 79 personnes qui ont été massacrées hier au Burkina Faso. Donc, ici, la France a perdu 55 soldats, mais un nombre considérable de Sahéliens sont morts au nom de la lutte antiterroriste. Donc, il arrive un moment où les gens disent, comment se fait-il qu'une armée si puissante, si bien équipée, ne parvient pas à mettre un terme à ce phénomène? Donc, les gens ont commencé à manifester en disant Barkhane est dehors et ça suffit. Et Macron l'a très mal pris. Et en décembre 2019, on n'était pas encore à la Russie, parce que la question de la Russie viendra se greffer là-dessus. Et dès cette époque-là, dès que les gens ont commencé à manifester, il l'a très mal pris. Il a convoqué les chefs d'État arrogamment à Pau pour aller exiger d'eux qu'ils réitèrent une demande
une demande qui, à l'origine, n'était pas un déploiement de troupes au sol, exigeait des dirigeants du G5 Sahel de réitérer cette demande et il est revenu constamment là-dessus. Même ici au Mali, après le coup d'État, c'était la même chose. Et des jeunes colonels qui sont venus, il a exigé encore une fois, il faut qu'on redemande chaque fois, mais il ne s'adressait pas à nous, c'était à l'opinion française. C'est une manière de dire, toujours avec, dans cette perspective électoraliste, nous sommes là-bas pour votre sécurité. Nous vous demandons, notre présence au Sahel, notre sécurité exige la présence de Barkhane au Sahel. Mais les Sahéliens vous disent, on ne voit pas de résultats, donc on peut se débrouiller. Mais là n'était pas encore le problème, ils ne voulaient pas l'entendre. Mais l'autre exigence de Macron, c'est l'interdiction absolue de tout dialogue entre les Maliens et les djihadistes maliens. Nous, on veut bien les djihadistes qui viennent de l'extérieur et l'État islamique. Mais quand on te dit, et moi j'ai fait partie du dialogue national, clairement, et Pablo, il y a eu 2 assemblées importantes. Les Maliens ont dit, au point où nous en sommes dans cette affaire, et la guerre n'est pas la solution. On les connaît, c'est des nôtres, c'est possible de leur parler, on trouvera un terrain d'entente. Et Hollande a dit, il n'en est pas question, Macron dit, il n'en est pas question, et il est arrivé un moment où il a menacé en disant, si vous vous mettez à parler avec ces gens-là, je retire mes troupes. Il a décidé, c'est lui qui a décidé de retirer ses troupes. Donc, nous le voulions, il l'a demandé et ils ont commencé à partir. Donc, dans ce contexte-là, que la Russie et la coopération avec la Russie a pris de l'ampleur. Donc, cette réalité est venue couvrir tout le reste. Oui, et d'ailleurs, cette collaboration avec la Russie, enfin, collaboration notamment par l'intermédiaire du groupe Wagner, a été dénoncée la semaine dernière dans un communiqué commun entre Emmanuel Macron et Macky Sall, le président du Sénégal. Et tous les deux ont dit c'est scandaleux ce qu'est en train de faire le groupe Wagner au Mali. Tu disais tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon, tu avait entendu dans ses discours un autre son de cloche, en fait, et que finalement, lui, s'il arrivait au pouvoir, il pourrait mettre en place un autre type de relation avec les pays africains et notamment le Mali. Mais je t'ai aussi entendu dire dans une vidéo que tu as postée il y a une semaine que lorsque toi, tu parlais de tes espoirs dans Jean-Luc Mélenchon, on te disait « Ah oui, mais tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, la gauche, la droite. » Il y a trop finalement de continuité, en fait. Il y a une continuité parce que c'est la diplomatie, parce que c'est les militaires, et que tout ça, et les rapports économiques entre la France et les pays africains, et que tout ça, ce n'est pas un président de la République ou un Premier ministre qui pourra véritablement changer les choses. Mais toi, tu as quand même de l'espoir. Mais bien sûr, moi, j'entends dire, à juste raison, beaucoup de gens disent, écoute, tu fais trop confiance à tes amis français, bon, ils ne pourront que défendre les intérêts de leur pays. Je dis, d'accord, l'espoir dans Jean-Luc Mélenchon résulte de cette constance, de la cohérence dans ce que j'entends quand il m'a invité la première fois à prendre la parole en France. Quand je l'ai suivi au Burkina Faso, je vous suis depuis un bon bout de temps et je me reconnais dans sa dénonciation du néolibéralisme, les ravages du néolibéralisme au plan économique. Nous, toutes nos économies, le fin fond du débat ici, c'est qu'on a détruit les économies locales, les écosystèmes, la cohésion sociale. Et moi, je considère qu'il suffit aujourd'hui d'examiner la situation du Mali et de l'Afrique rigoureusement à la lumière des politiques néolibérales pour que les choses deviennent beaucoup plus intelligibles. Mais quand on ne vous parle jamais de cette lame de fond, on vous donne l'impression que le problème des Africains, c'est la corruption,
bien sûr, il y a de la corruption, comme partout ailleurs, d'autant plus que le système lui-même corrompt. Et c'est l'ethnie, c'est la démographie. On passe très rapidement sur tout. C'est ce que il y a une forme d'infantilisation. Et c'est ici qu'il faut aussi renouer avec la question du racisme. Il y a une forme de racisme structurel. Et ce dont on parle là-bas se vérifie ici dans le cadre de cette guerre. Quand on ne laisse pas la latitude aux peuples concernés qui souffrent dans leur chair de tous ces maux, que nous n'avons pas droit à la parole, nous n'avons pas le droit au dialogue entre nous. Quand on vous dit d'accord, merci pour les armes et tout le reste, mais nous, il y a l'instrument du dialogue. Dans nos sociétés, on a toujours réglé nos problèmes et on se parle. Quand on se parle, on parvient à dissiper bien des malentendus. Mais quand l'autre débarque chez vous en disant « je vous interdis de parler aux terroristes, c'est des terroristes, ce sont nos ennemis, ils sont à neutraliser, point barre. » C'est ça qui est inacceptable. Je lisais un texte d'Achille Mbembe, donc, qui est, je ne sais pas trop exactement où il se situe aujourd'hui par rapport à Emmanuel Macron, mais enfin, au bout d'un moment, il a travaillé il y a un rapport sur les relations franco-africaines pour Emmanuel Macron. Et il soulevait, c'était il y a quelques semaines, dans Jeune Afrique, il disait, il mettait en avant 5 points qui devraient être les chantiers pour la France dans les 5 années à venir. Et un de ces points, c'est notamment le développement de l'Afrique. Et il parle notamment de l'AFD, l'Agence française de développement. Et il dit, voilà, ça devrait être un pivot important pour le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, il est plutôt utilisé, alors je vais un peu plus loin que lui, mais comme finalement un instrument néocolonial. Toi, est-ce que pour toi, c'est important cette question du développement? Parce que tout à l'heure, tu me parlais de la question militaire et de la militarisation des rapports. OK, ça, on met dehors, on n'en parle plus. C'est pas là-dessus qu'on va pouvoir baser une bonne relation entre le continent africain et la France. Mais du coup, sur quoi est-ce qu'on se base? Est-ce que l'AFD, par exemple, c'est un bon outil? Non. Il m'est arrivé de croiser le fer, bataille d'idées avec Severino, l'un des patrons de cette agence, qui nous avait promis, son livre s'intitule Le temps de l'Afrique. Mais parcourez ce livre et vous allez voir tout ce qu'il nous a promis. Qu'il pleuve ou qu'il neige pour lui, l'Afrique allait s'en sortir, et dans le cadre de l'économie mondialisée. Donc, si l'AFD était un tant soit peu une réponse au problème dont nous débattons, ça se saurait. C'est une vieille boîte, une très vieille boîte. Et récemment, j'ai lu pas mal de choses sur leur lecture de la situation. Et eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Il ne croit pas. Je ne crois pas. Je suis pas du tout. Et je ne sais pas ce que Achille a vu dans. Je sais qu'il a coécrit quelque chose avec l'un des responsables, je crois le directeur de l'AFD. Je n'ai pas confiance en l'Agence française de développement comme un levier pour changer cette situation dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle elle a contribué à nous plonger. Alors, dans le texte dont je te parlais, d'Achille Mbembe, il revient sur en fait la défaite diplomatique de la France en Afrique, les défaites militaires aussi. Il dit aussi qu'il y a aussi une défaite morale et culturelle, mais que c'est aussi surtout une défaite intellectuelle. Comment tu comprends ça? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intellectuel en fait qu'il y a à reconstruire entre l'Afrique subsaharienne et la France, et plus singulièrement le Mali et la France? Non, moi je pense qu'il y a un potentiel intellectuel réel, considérable, tant il est vrai que l'intelligence est également partagée. Et
la France ne peut pas pour nous plus que nous-mêmes si elle avait l'humilité de nous laisser penser et décider et pour nous-mêmes. C'est cela qui ne se passe pas. C'est-à-dire que dans le cadre de cette guerre au Mali est emblématique de ce refus d'écouter. Il y a un agenda. Les dominants ont un agenda dans lequel ils veulent que nos États s'inscrivent, qu'il s'agisse du développement, de la démocratie, de l'écologie. C'est à prendre ou à laisser. Vous avez, il fut un temps, moi, en Côte d'Ivoire, il y avait toute une armée d'experts, c'est eux qui décident. Nous, on met en œuvre, mais en cas d'échec, c'est l'Afrique qui doit répondre. On n'entend jamais, parce qu'ils pensent que le fait de financer les dégage totalement leur responsabilité. Dire c'est de notre faute très rarement. S'il y a un problème, un déficit de réflexion, et s'il y a un problème de cet ordre-là, il faut croire que c'est parce qu'on n'a pas reconnu en nous des égaux et des alliés capables de penser pour eux-mêmes. Tout le problème est là. C'est l'arrogance que vous reprochez à Mako. Alors, la multiplier ça par, je ne sais pas, il s'agit de comportements arrogants, paternalistes et infantilisants. C'est de ça que la jeunesse africaine ne veut plus. C'est pour ça que c'est elle qui est vent debout en disant France dégage. Et elle précise tout le temps, quand elle dit France dégage, on ne parle pas du peuple français. C'est dans ce sens que toi et moi, on est en train de parler. On n'est pas en train de parler d'une certaine France dont vous subissez vous-même les conséquences de des politiques et des choix de cette France-là. Nous subissons, et nous encore plus que vous, puisque nous n'avons pas de bulletin de vote pour pouvoir dire on ne veut pas de ce que vous nous proposez. C'est pour ça que votre combat aujourd'hui devient le nôtre. Là, tu viens de mentionner tout à l'heure la question de la démocratie, et justement, je voudrais le mettre en parallèle avec l'arrogance française. Par exemple, si je prends la question du Mali, vous êtes en ce moment, il y a une junte donc, qui est au pouvoir et qui a mis en place, je disais ça dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, un régime transitoire. Bon, le régime transitoire, il commence un peu à durer. Comment est-ce que toi, tu envisagerais en fait, à quoi pourrait servir? Je te parle d'un point de vue franco-français, hein, qui est le mien. Mais est-ce que la France, par exemple, a un rôle à jouer dans cette transition ou est-ce que c'est vraiment pas les affaires de la France et il faut laisser le Mali résoudre ses problèmes tout seul, ses problèmes liés à aujourd'hui son régime politique? Et je mets ça en parallèle avec le fait que le continent africain, c'est vrai, notamment pendant la guerre froide, était un peu un terrain d'affrontement entre les blocs soviétiques et américains. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces deux blocs, mais il y a d'autres forces. Tout à l'heure, tu as parlé des Russes, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les puissances européennes. Tout ça, en fait, est très intéressé par les pays africains. Plus par-dessus la question démocratique, comment est-ce qu'on fait pour résoudre tout ça et quelle pourrait être du coup la juste place de la France par rapport à la question démocratique dans les pays africains? Je pars du fait que la France a cruellement besoin de l'Afrique. Et quand je prends la question énergétique, par exemple, et c'est bien de dire nous partons avec le nucléaire. Mais le nucléaire, quelque part, c'est synonyme de guerre économique pour nous, puisque une partie de l'uranium part du Niger. C'est précisément du fait de cette dépendance de cette ressource naturelle sous nos cieux que la France a cru devoir venir s'installer militairement. On est au cœur du problème là. Et on a ici au Mali, à Faléa, il y a de l'uranium. Les moyens de prospection, la France sait, quand j'entends certains experts dire que nous, on délire, il n'y a pas de ressources naturelles. Vous pouvez vous imaginer
et 1 million, plus de 1,2 million km², que il s'agit pas, l'enjeu n'est pas les ressources, il s'agit pas de, la question n'est pas les ressources naturelles, c'est cela. C'est donc l'autonomie énergétique de la France et la possibilité de pouvoir dire aujourd'hui, même par rapport à d'autres pays européens, nous sommes moins dépendants de la Russie que d'autres pays, elle le doit à l'Afrique. Elle doit sa présence au Conseil de sécurité, en partie à l'Afrique. Donc, c'est pour toutes ces raisons, le CFA, tout ce que le CFA lui apporte, c'est-à-dire que les gens ont touché du doigt ici, et ce qui rend la France si... elle s'accroche, c'est elle qui s'accroche. Donc, moi, je crois que si cette adversité ressurgit à la faveur de l'intervention de la Russie en Ukraine, le débat, qu'on le veuille ou non, nous concerne. Maintenant, on est passé ici et on était en train de dire, avant même que la Russie ne se présente, avant même qu'il soit question de la Russie, on était en train de dire à la France, vous nous avez embarqués dans une guerre par procuration. Ce n'est pas la nôtre et ce n'est pas une guerre finalement de lutte contre le djihadisme, sinon ça se saurait. Et moi, ma thèse, c'est que l'immense majorité des recrues et de ce qu'on appelle les insurgés djihadistes sont des Maliens, sont des Nigériens, des Burkinabés. Et pourquoi ce phénomène s'inscrit dans ce contexte précis où le chômage et la pauvreté de masse atteint une masse critique de gens ici. Et ce système, c'est ceux qui recrutent, les têtes pensantes du djihadisme recrutent parmi cette armée de laissés pour compte du néolibéralisme. Donc, la contemporanéité du néolibéralisme avec la question migratoire et la question sécuritaire doit être débattue sérieusement, rigoureusement, si on veut sortir de cette impasse. On ne peut pas débattre d'un côté du néolibéralisme et de l'autre côté les flux migratoires et l'insécurité et faire de tout cela un paquet, servir ça aux Français en disant il faut que nous soyons là-bas militairement. Mais non, il faut partir d'ici militairement, il faut dégager, il faut faire de telle sorte que les multinationales ne continuent pas à piller l'Afrique et faire de telle sorte que nous soyons dans une démocratie qui permet à l'électeur et à l'électrice africain de nommer ces choses-là, de nommer ce système, cette lame de fond qui fait que vous êtes vent debout là-bas en disant ça ne peut pas continuer et sachez que c'est les mêmes raisons ici, sauf que ces questions ne sont pas au cœur du débat ni au cœur de la diplomatie. J'ai une dernière question, Aminata, enfin plutôt une demande. Qu'est-ce que tu dirais, là on est à maintenant 4 jours du deuxième tour des élections législatives, la NUPES a une chance, c'est-à-dire la gauche, hein, la grande alliance de la gauche et des écologistes, a une petite chance d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu as un message à adresser aux électeurs et électrices français? Ah oui, de leur dire qu'il y a une issue à cette situation que nous traversons ensemble. Je parle de peuple à peuple et que nous pouvons nous en sortir ensemble, à condition de nommer les choses, de savoir que il n'y a pas de sentiment anti-français en tant que tel, que ce système nous a plongés tous dans des situations extrêmement complexes et difficiles, et que le discours officiel électoraliste a tendance à nous dresser les uns contre les autres. Et que si les choses se passent bien ici en Afrique, et peu d'Africains songeraient à partir dans les conditions où ils partent. Et peu de gens se laisseraient recruter par les djihadistes et se saisiraient de la perche du djihadisme. Donc, c'est pour ça que quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'un autre monde est possible, nous l'avons clamé ensemble pendant longtemps dans le cadre du mouvement social mondial.
Et ce n'est pas pour rien que mon organisation s'appelle Forum pour un autre Mali. Un autre Mali est possible, une autre France est possible, dans le cadre d'un ordre mondial autre. Je crois que c'est ce que vous prenez dans le cadre de la NUPES. Et je souhaite vraiment que tous ceux qui aspirent qu'on donne une chance à la paix entre nos peuples et à la paix dans nos pays et dans le monde en faisant de telle sorte qu'il y ait une majorité de députés NUPES à l'Assemblée pour que ces questions concernant le Mali et le reste du monde soient dans le débat à l'Assemblée. Parce que je sais qu'il y a des députés et des sénateurs de gauche qui ont tout fait pour qu'on puisse débattre du Mali. Ils n'en ont pas eu la possibilité. Mais c'est le temps de cette autre démocratie qui ne se déroule pas en vase clos, mais qui est ouvert sur le monde et les questions du monde. Et nous comptons sur vous. Je vous remercie. Et franchement, on est fiers de vous. Et Jean-Luc Mélenchon a fait fort. C'est une occasion, en tout cas inespérée pour nous, de donner de la voix, de rendre compte de notre vécu, de ces temps difficiles que nous traversons tous. Merci beaucoup, Aminata. Merci. C'est moi qui vous remercie.